Bonjour Éric Fleury. Bonjour, Donc aujourd'hui on va parler avec toi du chamanisme. tout à fait. Donc je me suis un peu renseignée sur ton site, j'ai regardé, j'ai pris une petite Note, une petite anti-sèche. c'est bien. Donc tu es magnétiseur, guérisseur et tu pratiques l'approche psycho-émotionnelle des maladies, l'harmonisation énergétique, l'accompagnement spirituel et donc le chamanisme, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, au départ, je suis effectivement magnétiseur guérisseur. J'ai découvert ces talents ou ces dons sur Avignon. J'avais un magasin de produits naturels. Et puis, j'ai rencontré des magnétiseurs, des guérisseurs qui m'ont révélé, m'ont fait prendre conscience que j'avais cette capacité-là. Parce qu'avant, bon, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, en pratiquant l'aide au niveau des gens, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin de... beaucoup de gens avaient besoin de parler. Et dans cette nécessité de parler, donc je me suis intéressé à tout ce qui est relation d'aide, puis aussi l'origine psycho-émotionnelle des maladies, donc travailler dans cette direction-là. Et puis mon intérêt pour le vivant, pour la nature, parce que pour moi, comme je disais, la vie, c'est pas quelque chose de matérialiste, de rationnel, ou tout du moins pas seulement. Donc j'ai été attiré par la nature, moi je me sens bien dans la nature, et là il y a une autre dimension et du vivant, et puis donc j'ai été vers les traditions chamaniques, notamment celle des Sioux. Je me suis intéressé aux Amérindiens, bon, Sioux, Castaneda, etc., mais principalement Sioux parce que j'ai pratiqué, et je pratique toujours des rituels qui sont liés aux pratiques Sioux, et puis bien sûr aux visions celtes du monde, et à travers justement les roues de médecine, que dans les roues de médecine ou les cercles sacrés, on se retrouve qu'on a des choses très similaires entre les Amérindiens et les Celtes. Ils ont les mêmes types de représentations et on se rend compte qu'ils ont les mêmes dynamiques chamaniques, on va dire, et spirituelles. Et puis aussi à travers le Tai Chi Chuan, puisque je pratique depuis 25 ans ici le Tai Chi Chuan, où on pratique un travail de conscience corporelle, conscience énergétique, et je dis souvent que le Tai Chi Chuan, c'est la partie chamanique de chinoise, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi ça ne plaît pas à tout le monde? Parce que certains veulent y voir une vision très spirituelle et pas un aspect chamanique, parce que justement l'aspect chamanique, ce qui est intéressant pour moi, c'est quelque chose de très corporel, on accentue la présence. Et dans cette présence, moi je dis toujours, c'est l'arbre aux étoiles. Je développe de plus en plus une notion liée à ça, parce que c'est poétique. Et l'arbre aux étoiles, c'est la représentation énergétique de l'homme, enraciné, profondément enraciné, en contact avec la Terre, étiré vers le ciel pour recevoir l'énergie du cosmos, des étoiles, de la Lune, du Soleil, et puis en même temps étendre ses branches pour rayonner autour de soi, c'est-à-dire qu'on va devenir agissant, et va pouvoir étendre une énergie de beauté, parce que j'aime beaucoup cet aspect-là, qui va être harmonisante dans le monde, agissante et harmonisante. C'est-à-dire qu'on va chasser un petit peu le côté obscur et sombre de nos énergies, celles qu'on produit nous-mêmes, et celles qui sont autour de nous. Donc on est vraiment agissant en termes d'harmonisation. D'accord. Voilà. Donc pour moi, c'est ma quête et c'est mon chemin, quoi. Je veux développer ça. Donc j'ai pratiqué ça. Et puis je l'enseigne, je le communique aux autres parce que je pense que c'est Tu une enseignes voie. le chamanisme. Et j'enseigne le chamanisme à travers des marches, à travers des consciences corporelles et énergétiques. Alors justement, on n'a pas parlé du chamanisme. Donc pour moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de lambda Ouais. face à ça. Voilà, j'ai entendu parler du chamanisme comme étant issu de la culture amérindienne. Là, tu me dis que non, il y a des Sioux, il y a des Celtes, etc. Donc tu m'apprends quelque chose. Donc pour moi, c'était vraiment issu de la culture amérindienne. Des chamans, c'était des guérisseurs, on peut appeler ça comme ça, Oui, qui tout à soignaient fait. grâce à des rituels et des transes aussi. Alors, le chamanisme, ça vient de Sibérie, où en fait, le terme chaman, ça vient de Sibérie, où en fait, effectivement, les guérisseurs agissaient à travers des chants, des transes, des invocations des forces supérieures d'esprit. Ils disaient bien que ce n'est pas... Le chaman dit, c'est pas moi qui fais les choses, ce sont mes alliés, donc les connexions avec lesquelles ils sont spirituels, qui vont agir à travers eux, ils sont un petit peu canal de présence, d'énergie. Et puis, le chaman va agir avec des forces de la nature, les élémentaux, l'eau, l'air, le feu, la terre, puis bien sûr des forces supérieures. Et la particularité, c'est qu'on retrouve ce type de pratique à travers tout le monde entier, en Afrique aussi,
en Chine, chez les Amérindiens et chez les Celtes, c'était très fort. Le gros avantage, c'est que une des pratiques sioux spirituelles et chamaniques qui restent dans le monde, c'est celle des sioux, justement. On retrouve ça dans les réserves, hein, encore. Il y a des gens qui pratiquent ça, qui c'est très vivant. Les sioux, les Navajos pratiquent quelque chose qui est un petit peu différent. L'avantage des sioux, c'est qu'ils travaillent aussi avec la notion de la roue de médecine, du cercle sacré. Et ça, c'est très proche, comme je disais, des visions celtes. Donc pour nous, c'est la représentation du monde, la course du soleil. Hein, on forme un cercle autour de nous. Le matin, le midi, le soir, la nuit. Le matin de ma vie, le printemps de ma vie, l'été de ma vie, le soir. Et tu travailles ces images, et puis dans chaque, oui, on peut le tracer, le dessiner, rentrer dedans, s'en servir comme révélateur, comme travail sur son propre monde, sa propre représentation du monde. Et puis, bien sûr, invoquer les éléments, invoquer donc l'eau, l'air, le feu, la terre, invoquer les esprits des directions, parce que pour eux, il y a au-delà de l'eau, l'air, la terre, il y a des esprits de direction, donc des forces supérieures. Et tout ça va nous permettre de transmuter, transformer nos problèmes. Il y a de la médiumnité, c'est encore quelque chose de différent. La médiumnité, c'est, on va essayer de voir quelque chose et on peut la voir à travers justement une connexion aux forces supérieures. Mais la médiumnité, c'est juste une partie de ça. D'accord. Parce que là, toi, tu fais des rituels en fait, hein, chamaniques. Je fais aussi des rituels chamaniques. Et ça consiste en quoi simplement, voilà, encore une fois, s'enraciner, s'ouvrir aux communications supérieures, laisser devenir canal de présence, c'est très important. Et puis, rentrer en relation, parce que moi j'aime beaucoup cet aspect-là, c'est rentrer en relation avec le vivant. Donc les gens, les animaux, les arbres. Tout ce qui vit. Tout ce qui vit, les vents sacrés, les 4 directions, enfin toutes ces présences. Une cascade, par exemple, lorsqu'on marche dans la nature, on arrive dans un endroit où il y a une cascade, petite ou grande, peu importe, on sent qu'il peut y avoir quelque chose de particulier à cet endroit-là. Tu as des ressentis Voilà, on développe beaucoup le ressenti, énormément. Et puis, il y a comme une présence, et on peut rentrer en relation avec cette force, cette présence, et puis on va s'en servir pour transformer notre monde. Hein. Et là, concrètement, s'il y a quelqu'un qui vient te voir parce qu'il est malade, qu'il aimerait se faire soigner par un chaman, donc par toi en l'occurrence, qu'est-ce que tu vas faire sur lui? Quel travail tu vas exercer sur lui? Alors ça va dépendre. Si je suis dans une salle, un cabinet, on va d'abord travailler on va exprimer son problème, de façon à ce qu'elle soit très claire sur ce qui se passe dans son monde, donc éclaircir un peu les choses. Je vais lui faire un travail d'enracinement de toute façon, donc ça passe par la respiration aussi, conscience corporelle, mes appuis, de façon à ce qu'elle se centre et qu'elle recentre par la même occasion ses corps énergétiques. En fait, le fait de faire un travail comme ça corporel, on se densifie, et déjà on renforce notre capacité naturelle à chasser les choses obscures et sombres qui sont en nous ou qui ont été collées sur nous. Parce que le principe, c'est d'éliminer ça. Puis ensuite, on va rentrer dans la représentation, par exemple, si j'ai une douleur, une émotion, une peur, etc., qu'on a identifié, qu'on a pu nommer, on va rentrer dedans, dans sa représentation, on va apporter de la lumière, de la présence, puis on va dissoudre cette chose-là, on va la transformer, la transmuter. Ça, c'est ce que je fais en cabinet. Par contre, si je suis en pleine nature, on va faire un petit peu la même chose à travers une marche, on va aller auprès d'un lieu qui réveille un petit peu cette relation au sacré, et puis on va invoquer les présences et faire le même type de travail, mais en pleine nature, où on a quand même souvent un soutien qui est quand même très net des élémentaux, de la nature, des esprits qui sont beaucoup plus puissants. Disons que nous, en tant qu'êtres humains, c'est plus facile d'être en pleine nature et de faire ce type de travail que d'être entre 4 murs de béton. Bien sûr. C'est évident. Bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va travailler. Et ensuite, on peut invoquer, bien sûr, on peut aussi prendre l'énergie, l'enlever, la jeter au loin, utiliser le feu pour brûler, l'eau pour dissoudre, la terre pour absorber. On peut utiliser le magma de la terre, rentrer en relation avec le magma de la terre et prendre la chose qui nous perturbe, la mettre dedans, pour la brûler. On va utiliser des techniques comme ça, de ce type-là. Donc si je te suis bien, le chaman il utilise la psychologie, avant tout. Aussi. La médiumnité. La médiumnité. Les énergies. L'intuition. Intuition.
Tout Pour à fait. soigner quelqu'un. Voilà, pour aider quelqu'un, oui, tout à fait. Donc en fait, ça ressemble pas mal à du magnétisme, à du reiki, à toutes ces choses-là. Absolument, absolument. Y compris de la sophrologie, où on peut mettre les gens dans un état de réceptivité, tu vois, de méditation, Ouais. de réceptivité. Ce sont toutes ces techniques-là qui se remettent bout à bout, qui se rejoignent. Ouais. Donc on peut dire que c'est des cultures différentes, mais la même chose au final. Absolument, absolument. Et comment on devient chaman alors? Alors on pourrait dire, on peut apprendre à être chaman. En fait, c'est dans la nature de l'être humain. Euh, Moi, je dirais, le fait d'être guérisseur, magnétiseur, c'est déjà du chamanisme quelque part. Et après, on simplement attirer vers la nature, mais attirer vers le spirituel aussi. Parce que le chamanisme, aujourd'hui, c'est quelque chose de très vaste. Quand on parle de certaines techniques spirituelles, on pourrait dire qu'on est en train de faire du chamanisme. C'est simplement que on veut... la différence, c'est qu'on va considérer qu'un arbre est vivant. Alors que dans certaines traditions, on ne considère pas qu'un arbre est vivant. Voilà. Là, on va dire l'arbre est vivant, donc il mérite du respect. On peut rentrer en relation avec lui. Une cascade est vivante, une rivière, c'est différent. Une clairière, on a encore une énergie différente. Et l'énergie qui est là, on va considérer qu'elle est comme consciente et vivante. Que dans d'autres traditions, ils ne vont pas forcément faire attention à ça. Ça va être un petit peu la grande différence. Sinon, on utilise aussi de la méditation, on utilise visualisation de la présence de l'Esprit Saint, par exemple, dans les traditions chrétiennes. On utilise l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui agit. Certaines techniques de guérison chamanique sont exactement identiques. Donc pour moi, par exemple, il n'y a pas forcément une grande différence. Donc c'est différents mots pour les dire, mais c'est la même chose au final. Absolument. C'est les mêmes soins, c'est les mêmes... Pour moi, c'est très très proche en tout cas. Après, il y a des rituels, par exemple, si on regarde ce que font les Navarros, etc., ils vont faire des danses. Toute la tribu va se mettre à danser pour Navarro et Hopi, parce qu'en fait, ils utilisent les mêmes principes. Ils vont faire des danses, par exemple, pour pleuvoir, faire pleuvoir. Oui, mais c'est ça, moi, Voilà. cet aspect-là que je connaissais du chamanisme. Voilà. Je pense que la plupart des gens connaissent un petit peu le truc autour du feu. Oui, les oui, rituels, voilà. Alors ça, c'est les avec les rituels. plumes, Voilà, on va faire la danse pour savoir où se trouve le bison. Par exemple, chez les Sioux, ils dansent autour du feu avec les tenues de bison. Parce qu'en fait, ils veulent savoir où se trouve le bison. Et ils appellent l'esprit du bison. Et en faisant cette danse-là, curieusement, les troupeaux de bisons viennent ou apparaissent. On va dire qu'ils n'étaient pas là avant, et puis soudainement, avec le rituel, ils vont faire apparaître quelque chose. Parce qu'ils appellent l'esprit de l'animal. Oui, ils appellent l'esprit de l'animal. Et c'est l'esprit de l'animal qui va leur donner le troupeau. Parce qu'ils ont une relation, par exemple, au bison qui est très, très spirituelle. Pour eux, la chasse, c'est pas d'être le meilleur traqueur, etc. Le bison apparaît. Le bison vient au devant d'eux. Ils vont bien sûr courir après avec les chevaux ou à pied, parce qu'avant, ils n'avaient pas de chevaux. Puis ils vont lancer une flèche et le bison c'est lui qui va se mettre en face de la flèche en quelque part. Ça, c'est l'aspect spirituel de la chasse. Et c'est la prière qui va faire que le bison leur a offert concrètement un animal. L'esprit du bison a offert un animal. Donc il n'y a pas de place au végétarisme finalement dans le chamanisme. Alors, être végétarien à 100% dans le chamanisme, c'est presque une absurdité dans le sens... la vie nous donne tout pour pouvoir vivre. Parce qu'en fait, dans chaque direction, voilà, il faut considérer l'être humain, par exemple, dans la roue de médecine, se trouve à l'est, d'accord, avec le feu. Et dans les autres directions, on va trouver les animaux, les végétaux, les minéraux, avec les autres éléments. Et on se rend compte que l'homme n'est pas au sommet d'une pyramide dans laquelle il domine les autres, mais il a sa place dans le cercle sacré. Il va apporter quelque chose. On se rend compte que les animaux, les végétaux, les minéraux donnent leur vie pour que l'homme existe. Ils donnent leur vie, les animaux, les végétaux, c'est comme ça qu'ils considèrent les choses. Et en contrepartie, ils attendent quelque chose de l'humain. Et ce qu'ils attendent, c'est que, comme l'homme est lié à l'esprit, au feu, à l'esprit, à l'énergie, ils attendent qu'il verse sur les autres directions un regard qui va nourrir énergétiquement le monde. Donc un regard spirituel, un regard de beauté qui va amener une énergie particulière. Et les animaux attendent ça. Voilà, c'est la façon spirituelle de voir le cercle sacré et la place de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il va se nourrir des animaux, peut-être plus en hiver qu'en été ou en automne, parce qu'en hiver, il n'y a peut-être pas grand-chose qui pousse, parce qu'il ne faut pas oublier que, surtout chez les Sioux, ils sont nomades. D'accord ? Donc, ce ne sont pas des agriculteurs.
peuvent faire des réserves, des nomades, ils sont cueilleurs, chasseurs, un chasseur-cueilleur. Donc ils vont faire des réserves de certaines choses, mais les réserves en hiver, elles sont vite épuisées. Donc la seule nourriture possible, c'est celle des animaux. Et les animaux se donnent à l'homme à ce moment-là. Donc ils vont prendre. Tu penses que c'est un accord animal-homme Oui, qui est fait et si sur on le d'autres plans? Oui, sur d'autres plans, et si on le fait avec beaucoup de respect, à ce moment-là, si on a faim, on va trouver un animal qui va donner sa vie pour nous. Et à nous d'avoir le respect et la reconnaissance de cet acte, de ce don. Par contre, ils attendent quelque chose de l'humain, et l'humain doit donner, émettre de la beauté dans le monde. Et on peut se rendre compte aujourd'hui quand même qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Parce qu'on est loin du compte de émettre de la beauté. Pas un peu plus en ce moment? Les gens se tournent pas un peu Alors, plus il y vers a une certaine un forme de retournement, spiritualité? oui, à travers, bien sûr, heureusement, et c'est aussi ce que j'essaye d'enseigner, de faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a une nécessité de, de, De revenir à de tout à l'heure. revenir à ça pour recréer une harmonie. Et cette harmonie, non seulement, pour moi, c'est marcher dans la beauté, envoyer de l'énergie positive, on va dire, harmonieuse, qui est belle, je regarde la beauté d'un seul coup, l'état d'esprit dans lequel je suis, l'énergie qui sort de moi, parce qu'on est générateur d'énergie, par notre pensée, par notre cerveau, connecté à des forces supérieures, donc canal d'énergie en même temps. Puis si ça prend la couleur de nos émotions, la couleur de notre sentiment, la couleur de l'état d'esprit dans lequel on est. Si je suis dans la beauté, on va dire, l'arc-en-ciel d'énergie que je peux émettre va être plutôt lumineux, et sinon il va être plutôt sombre, de basse qualité. Et on a le choix, parce que c'est un choix qu'on va faire, soit de mettre quelque chose de beau ou de pas beau, quoi. Ou se laisser aller. Alors c'est là qu'on devient des trackers, des espèces de sentinelles et des trackers sur soi-même. C'est-à-dire qu'on va essayer en permanence de faire le choix de la beauté, qui n'est pas simple, mais qui est une voie spirituelle de transformation et qui est très chamanique. D'accord. Donc les chamans vont vers la beauté en Normalement, ils vont vers ça. Alors on est bien d'accord pour dire que il y a des luttes de pouvoir, ça existe de partout, il ne faut surtout pas se leurrer. Mais pour moi, la voie spirituelle des chamans, c'est d'aller marcher dans la beauté, de faire ce choix-là. C'est difficile, parce que l'homme va plus facilement vers la facilité. C'est plus facile d'être malheureux que d'être heureux. C'est plus facile de rien faire et puis de se laisser aller à des... Ouais. Voilà, on va dire plutôt comme ça, que de faire le choix d'aller vers la beauté, ça c'est clair. Et puis c'est plus facile d'être dans une forme de pouvoir que d'être dans une forme de mise à disposition de forces supérieures. Hein, ça c'est clair. Voilà, on veut tous plus d'argent, plus de jolies filles, de jolis garçons, plus de voitures, plus de machins. Ok, c'est bien joli, mais au niveau spirituel, énergétiquement parlant, c'est les objets qui nous possèdent finalement. Voilà. Et pour la vision chamanique du monde, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est comme si on avait une espèce d'entité sombre sur nous. Pour eux, chaque fois qu'il y a un problème, la cause vient à la fois de nous, d'accord ? C'est qu'on n'a pas su faire le bon choix ou émettre la bonne énergie, ou on a été victime d'une émotion perturbatrice. Mais ce qui a généré ça, c'est comme une entité, une forme sombre qui est sur nous. Et on se doit de nettoyer ça. Donc la première chose qu'ils font, c'est un nettoyage énergétique, on va dire. Nous, aujourd'hui, on dirait de cette manière-là. On fait appel à des forces supérieures. Mais comment, en imposant les mains? Alors ça peut être en imposant les mains, en utilisant ces fameuses plumes, ils absorbent puis recrachent un peu l'énergie. Ils ont plein de techniques comme ça de nettoyage. Par exemple, c'est très utilisé chez les chamans Huichol, au Mexique, par exemple, où en fait, ils font des espèces de cornets de plumes, hein, d'éventails de plumes, et ils vont le passer sur le corps, et en même temps ils vont absorber, inspirer, parce que la plume va se charger énergétiquement de ce qu'il y a, c'est lié à l'aigle, hein, et les plumes d'aigle en général. L'aigle va se charger de cette énergie, ils vont en avoir le goût, et puis ils vont pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qu'il y a dans la personne. Ils vont recracher cette chose-là, alors qu'il n'y a rien, c'est une information. Hein. Puis ensuite, ils vont invoquer, nettoyer avec le feu, l'eau, l'air, la terre, avec les éléments, et puis bien sûr les alliés pour supprimer cette perturbation. Ça, c'est une manière de faire, très chamanique d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai entendu parler des animaux totems dans le chamanisme. Absolument. Et les animaux totems, ça c'est un travail qui est très intéressant parce que ça a plusieurs niveaux. Un des niveaux, on pourrait dire psychologique, c'est la représentation de notre psyché, de notre façon de fonctionner. Et puis on a plusieurs animaux totems.
On n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Le premier, on pourrait dire, c'est celui qui apparaît lorsqu'on est dans des situations difficiles. Et on a un type de réaction. Un sanglier, c'est pas un écureuil, c'est pas un ours, c'est pas un aigle, etc. C'est en fonction de la personnalité. Et en fonction de la personnalité, on aura tendance à fonctionner comme un ours, comme un aigle, pour agir dans les difficultés. Mais on a aussi un aspect relationnel spirituel, c'est-à-dire que l'esprit de l'aigle vient nous parler et nous enseigner, nous dire des choses, nous apporter une forme d'énergie, une présence. Et puis, il s'avère qu'on en a plusieurs parce qu'on peut avoir à un moment donné besoin de la chouette, par exemple, ou de la souris, ou du crapaud, qui vient nous enseigner quelque chose de particulier dans notre vie en ce moment pour transformer, transmuter, aller plus loin dans notre cheminement. Et comment on le sait, ça? Alors, c'est très facile parce qu'on a les premiers animaux totems, on va dire ceux qui sont les plus proches de nous dans notre façon de réagir, ce sont ceux qui sont ceux qu'on aime. Les gens disent « Ah, moi j'adore les chats ». Donc ça veut dire que c'est déjà un félin. D'accord. Le premier animal, c'est un félin. Puis si on se laisse tout simplement agir, on le laisse venir spontanément, eh bien on dit « Ah bah c'est celui-là, il apparaît tout de suite ». Là on pourrait faire ça, t'es prête? Quel est l'animal que tu as pensé? Un aigle. Un aigle. Donc l'aigle est un animal qui est proche de toi. Sinon il n'apparaît pas. Il ne faut pas oublier qu'en plus, c'est pour ça que ça peut être très simple de rencontrer son animal totem. Enfin, moi, en tout cas, je prône une façon très rapide de le rencontrer, très simple, parce que les animaux totems, on pourrait dire qu'ils cherchent à rentrer en relation avec nous. Ils sont à côté de nous. Ils ne sont pas à des kilomètres en train de nous ignorer. Ils sont avec nous. Donc là, spontanément, si tu poses la question à quelqu'un, voilà, tu penses à quel animal? Voilà. Il va te dire un animal, c'est un animal totem. Oui, tout à fait. D'accord. Après, on peut rentrer en transe, utiliser le tambour, oui. Faire ça pendant une semaine. Mais c'est alors qu'il faut 3 secondes pour rencontrer le premier animal totem. Je trouve ça un petit peu... voilà. Donc, ça, je veux dire par là que c'est quelque chose d'assez simple. Ce sont des choses qui sont accessibles. Ce ne sont pas des choses éloignées de nous. Donc, c'est là, c'est présent. Toutes ces forces, ces énergies, elles sont tout proches de nous. Il suffit tout simplement de s'ouvrir un petit peu à ça. Donc, des animaux totems, on en a plusieurs. Ensuite, on rentre en relation avec l'animal. On pourrait nous dire, qu'est-ce que l'aigle, par exemple, il t'apporte? Quand toi, tu rentres en relation avec l'aigle, tu sens quoi en toi? Il y a un apaisement, une liberté. Ensuite, qu'est-ce qu'il attend de toi? Par exemple, si on se pose la question? Bah, tu lui poses la question. C'est comme si tu me parles à moi. Et si je pense que c'est mon mental qui a... Aucune importance. Aucune importance? Non, ça n'a strictement aucune importance. Tu sais, il y a des gens qui se mettent des barrières à cause du mental. Oui, bien sûr. Ah oui, mais non, ça, c'est le doute. La particularité des forces obscures, c'est qu'elles veulent nous empêcher d'être dans ce genre de dimension, d'être dans la lumière, on va dire. Hein. Et la meilleure façon qu'elles ont pour nous empêcher d'y être, c'est de créer le doute. Alors tout de suite, le mental, ceci, les conditionnements, bien sûr, etc. Tout ça, c'est des doutes. Et on doit faire table rase de tout ça. L'animal totem, l'aigle, il est là, c'est ton animal, tu discutes avec. Qu'est-ce qu'il te demande? Parce qu'il peut te demander quelque chose de très précis, ou t'enseigner quelque chose de très précis dans un moment de ta vie. Parce qu'il se peut que ce soit un autre animal. Par exemple, dans un an, je reviens, je me dis, tiens, quel est mon animal totem? Voilà. Spontanément, je vais avoir une un réponse. autre animal qui peut arriver, parce que ou bien tu as un souci, tu dis, voilà, j'hésite entre tel appartement ou tel autre. Très concret, hein, je veux dire. Bien sûr. Et puis, j'hésite. On peut faire un travail dans la roue de médecine, on peut faire un travail avec les animaux. Puis l'animal, il va mettre en avant quelque chose, ou nous dire quelque chose, mais va voir telle et telle chose dans cet appartement. Puis d'un seul coup, on se rend compte que tout compte fait, cet appartement-là, il y a un défaut que j'ai pas, enfin un défaut, quelque chose qui me convient pas. Donc c'est pas celui-là que je vais choisir. Voilà. C'est super de vivre avec toutes ces énergies au quotidien. C'est magnifique, ouais. Tu penses que c'est accessible à tous? C'est accessible à tout le monde, oui, bien sûr. Il y a des formations pour ça? Il y a des... Alors, des formations, je sais qu'il en existe. Par exemple, aux États-Unis, il y a Michael Armour qui a créé une fondation et une école de chamanisme. Mais personnellement, il faut rencontrer des gens, s'ouvrir. Il y a énormément de livres qui parlent de ça, bien sûr. Et rencontrer des gens qui nous font partager cette envie, cette manière de faire. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Mais pour moi, c'est toujours quelque chose qui est simple. C'est ce qui déroute aussi beaucoup de gens, parce que les gens veulent du spectaculaire. Bien sûr. Alors, avec moi, le spectaculaire, pas de chance. Ah, moi qui voulais te demander de mettre les chapeaux de plumes, chanter, faire le bon profil. C'est raté aujourd'hui, chanter,
je chante des chants Très sacrés, bien. il y a plein de choses Quelle que je belle fais. Là, c'est sûr que je fais plein de choses comme ça, mais je veux dire, je vais pas le faire en spectacle, hein. C'est Oui, pas bien pour moi, sûr. ce n'est pas... Et puis, les chants sacrés, Sioux, on les utilise dans les cérémonies Sioux, principalement, ou parce qu'on est en connexion et qu'on sent une vibration particulière avec ça, mais notre voix, on pourrait utiliser la voix, puis utiliser les sons, c'est une façon de prier, d'invoquer, de rentrer en relation. On peut utiliser tout ça. Comme un mantra, en Comme un fait. mantra, comme le chant choral, j'ai pratiqué le chant de chorale, c'est magnifique quand on a 4 voix qui apparaissent, qui font même un Ave Maria, c'est magnifique. On sent qu'il y a autre chose qu'un Ave Maria, comme ça, bêtement récité, hein. Il y a une autre vibration. On rentre en relation avec d'autres énergies. Et le chamanisme, c'est ça aussi. Et le spectaculaire, pour moi, N'a pas sa n'a place. pas forcément sa place. C'est dans les traditions, quand on commence à faire une danse trans pour rencontrer un esprit, un animal totem par exemple, rentrer en relation avec lui, c'est vrai que c'est spectaculaire. C'est vrai. Quelqu'un qui regarde va me dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais pour la personne, c'est sacré, on veut rentrer en relation, c'est un moyen d'y arriver. Mais on va pas faire le beau sur la place publique parce que d'un seul coup, je veux montrer que je suis chaman. Avec les robes à franges, tu vois, les trucs comme ça. Pour moi, voilà, ça n'a pas trop sa place, à mon sens, mais chacun fait comme il veut. Par contre, c'est simple, parce que je veux montrer aux gens, c'est que c'est quelque chose d'accessible, de simple, pas compliqué. Les choses sont toujours très simples. Et cette simplicité-là, c'est vrai elle rebute certaines personnes. C'est trop simple. Oui, il Ça faut doit quelque être plus chose, il faut compliqué, une ça doit être méthode. difficile, Oui. il faut faire un jeûne pendant des Ah heures, oui. tu vois, il faut du sacrifice, il faut... Bien sûr, on peut faire une quête de vision, moi j'ai fait des quêtes de vision, 4 jours et 4 nuits sans boire, sans manger. Les gens disent, c'est pas possible. Tu te mets dans un cercle sacré, tu vas avec le bon état d'esprit, tu vas pour prier, tu passes 4 nuits, 4 jours sans boire, sans manger. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, si là, tout de suite, j'arrête de boire pendant 4 jours, je vais certainement être pas bien. Tu Parce seras que pas dans le même. je ne serai pas dans le même état d'esprit, dans le même type de relation, etc. C'est clair. Mais on peut rester 4 jours, 4 nuits sans boire, sans manger. Il y a plein de gens qui le font. Plein, Et plein. ça apporte quoi, ça, le Ça fait peut de apporter jeûner? des visions, mais c'est surtout... on va au-devant de l'esprit, on va au-devant du grand esprit ou de la vie, hein, du vivant, Oui. pour soit demander de l'aide, soit pour remercier. J'aime beaucoup plus cette approche-là. Tout simplement parce que voilà, c'est la concrétisation d'une démarche, et puis on veut aller remercier le vivant à travers, voilà, je me mets là et je m'assois, et puis je me mets à disposition. C'est aussi une bonne manière de faire. Après, on peut prendre aussi l'habitude d'être à disposition de ces forces supérieures. C'est intéressant. Et comment on fait alors pour se mettre à la disposition? Eh ben, tel qu'on est là, on s'assoit. Donc là aujourd'hui, je me dis, tiens, je vais me mettre à la disposition des forces supérieures. Voilà. Eh ben, la première chose que je vous conseille, c'est d'être bien enraciné, donc de conscience corporelle, de nos appuis, de bien être présent dans son corps. Parce que Faire une souvent, petite méditation, enfin se mettre en état de méditation. un état de méditation, de rentrer dans la respiration, Oui. parce que la méditation on pourrait sortir de son corps un petit peu. Oui. Et moi, ce que je préconise plutôt, c'est d'abord on rentre dans le corps, c'est-à-dire qu'on ait conscience de nos appuis, D'accord. bien présent de la dynamique corporelle, Ouais, ouais. et puis de la respiration. Et dans cet état-là, on est très proche de la méditation, parce qu'en fait, c'est une des formes de méditation. Et dans cet état-là, on va s'ouvrir vers le ciel, vers le cosmique, puis là, on va se rapprocher justement de l'esprit. Encore une fois, dans la roue de médecine, il y a les 4 axes. On considère que l'être humain est bloqué dans l'axe nord-sud, c'est-à-dire le mental et l'émotion. D'accord ? Il bascule de l'un à l'autre, dans un mental où on pourrait dire où on déshumanise un petit peu tout. Il n'est pas, dans l'équilibre. Il n'est pas dans l'équilibre, ou dans une émotion qu'on est tout le temps en train de réagir à travers une émotion. Puis on parle de l'autre axe, l'axe des esprits, qui est l'axe est-ouest. Ouest qui est le corps, le physique, donc on passe par le corps pour retrouver un équilibre, donc c'est important. Et puis, bien sûr, l'ouverture vers des forces supérieures. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il existe des forces supérieures, que ces forces supérieures, elles sont avec nous, elles viennent. On n'est pas éloigné de ces forces-là. Il ne faut pas faire je ne sais quoi pour les... Elles sont avec nous. C'est la particularité qu'on a. Et à ce moment-là, je me mets à disposition, je me mets dans cette dimension-là, je m'ouvre, je respire, je suis présent, puis je dis, je deviens un petit os creux, je laisse passer.
Un canal. Un canal. Une flûte, moi j'aime bien aussi ces trucs assez poétiques. Une flûte, et puis la mélodie, c'est Dieu qui l'a créé, au grand esprit qui l'a fait, quoi. Et moi je suis la petite flûte. Et toute personne peut faire ça. C'est relativement simple, moi-même très simple à faire. Il suffit juste de le faire finalement. Voilà, il faut le faire. C'est aussi simple que ça. Ouais, et c'est un choix qu'on fait. C'est pour ça que je dis c'est à nouveau un problème de choix. On pourrait considérer aussi que l'incarnation dans le monde, c'est pour faire des expériences de vie. Ces expériences de vie, c'est faire des choix. On doit faire le choix. On peut faire le choix de la médiocrité ou le choix de la beauté. Voilà. Et à chaque moment, C'est une belle image. On nous demande de faire le choix. La noblesse. Et c'est la noblesse d'âme, la noblesse d'être. C'est simplement un choix qu'on fait. Être médiocre, c'est facile. Voilà. Et par contre, être un chevalier, on pourrait dire chevalier de table ronde, être un chevalier, être dans cette dimension-là, c'est un choix qu'on fait. Mais un choix qu'on va faire dans les moments à chaque instant. D'accord ? C'est facile de râler dans sa voiture parce que quelqu'un va pas assez vite ou nous a coupé la route. Je serais peut-être le premier à réagir aussi, parce que ça, il ne faut pas croire qu'on ne réagit pas. Mais à un moment donné, on prend conscience et puis on reprend conscience. Moi, je me ressens, je fais appel, je nettoie, parce que j'estime que j'ai émis une énergie nocive, négative, donc je vais la nettoyer. Et puis je fais le choix de dire, bon, maintenant, je fais un autre choix. Donc tu prends conscience que ton comportement est négatif, voilà. Et tu te nettoies tout de suite derrière. Je nettoie tout de suite mon monde, mes pensées, je fais cet effort-là, et ce choix de dire, ça ne me convient pas, donc je vais choisir autre chose. Donc je veux montrer autre chose et être autrement dans le monde. Et pour moi, ça, c'est une voie chamanique Enfin, je dis c'est une voie chamanique parce que c'est la conséquence de tout ce travail chamanique d'arriver à ça. C'est une voie spirituelle, on est bien d'accord. Et ce choix, on pourrait dire que même les forces obscures qui viennent nous polluer, nous poussent dans cette direction. Mais qu'est-ce que tu appelles les forces obscures ? Toutes les formes pensées qu'on crée, il ne faut pas oublier que nous, on génère des pensées en permanence, et en fait, on crée des mondes. Alors, c'est amusant de voir la production cinématographique, par exemple, le nombre de films qui existent, il y a des grandes catégories, on va dire. Donc en fait, on est en train de créer des espèces de mondes comme ça, en permanence, et puis à un moment donné, c'est comme si ces mondes-là se retournaient un peu contre nous, entre guillemets, dans le sens qu'ils veulent continuer à exister, donc ils vont nous pousser à émettre encore de l'énergie de la même qualité pour qu'ils puissent vivre. Et ça, c'est valable pour tout. Donc on se crée nos forces obscures, finalement. Alors, on est un super créateur de forces obscures. Il n'y a pas que celle-ci, mais on est des super créateurs de forces obscures. Donc celle-ci, au moins, on se doit de les nettoyer, puis d'émettre une autre dimension. Puis après, on se rend compte qu'il y a d'autres aussi forces obscures, mais elles viennent toujours nous appuyer sur là où on est faible. Comme si elles voulaient nous... D'abord, si elles viennent se coller à nous, on va dire c'est parce qu'on a une faiblesse énergétique, émotionnelle, mentale, etc. Donc, lorsqu'elles arrivent, je veux les nettoyer, mais je veux aussi regarder quelle est la leçon que j'ai à tirer de cette histoire-là. Bien sûr. C'est évident, mais ça fait partie de la démarche pour moi. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, elle me pousse encore une fois à faire des choix. À faire un choix de travail sur soi, à faire un choix de dépasser... ma mère voulait que je sois ingénieur, et puis je ne le suis pas, mais je l'ai trahi. Ça m'oblige à dépasser ça, à me transcender. Parce que tous ces problèmes de culpabilité, tous ces problèmes qu'on a dans la vie quotidienne, vont nous obliger à faire appel à une autre dimension de nous-mêmes, spirituelle, plus élevée. Et cette dynamique-là va nous aider à transformer. Mais ça, c'est un choix qu'on fait. C'est de l'auto-guérison, finalement. Bien sûr, on va dans le sens de l'auto-guérison, on va modifier notre monde. C'est la roue de médecine. Je suis au centre, et la roue représente mon monde. Et je peux me déplacer dedans, bien sûr, trouver les endroits sombres et lumineux, les travailler, les transformer. La roue de médecine est autour de moi, donc assis sur cette chaise, je peux agir de la même manière. Et puis je transforme mon monde en permanence. Et encore une fois, ça nous oblige à faire aussi des choix. Le choix de la noblesse, c'est pas rien. Ça va être, c'est difficile. Le choix de la beauté, c'est les voies, on peut dire ce qui nous a l'aspiration ultime, mais pour aller là-bas, c'est à chaque instant qu'on se pose la question. En sachant que, bien sûr, on n'est pas dans la beauté en permanence. Pas grave.
Ce qui est important, c'est de retourner. Oui, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de tendre vers cette beauté finalement. Absolument, oui. Et par rapport à ta roue de médecine, moi j'ai envie de dessiner ma roue de médecine autour de moi. Oui, c'est très facile. Tu vas... d'abord, on prend les directions cardinales, l'est, le sud. Hein, c'est comme une boussole, en fait. Oui. Sauf que je vais la matérialiser avec soit des piquets de 4 directions, ou des pierres. Oui. Des pierres, hein, par exemple, c'est plus facile à trouver. Je mets les 4 grosses pierres. Si possible de couleur, parce qu'on va considérer, par exemple, qu'à l'est, c'est le jaune, c'est la lumière quand la lumière apparaît, est d'abord jaune. Au sud, en plein été, le soleil est plutôt blanc. À l'ouest, c'est le rouge qui apparaît avec les magnifiques couchers de soleil. Puis au nord, c'est le noir. Donc c'est des repères visuels, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde, tous ces mondes-là, on pourrait dire que c'est des mondes qui il y a une espèce de fuite des repères. On n'a pas tellement de repères. Puis notre cerveau et nous-mêmes, on a besoin de repères. Bien sûr. Donc on va créer des repères pour pouvoir gentiment aller vers d'autres mondes, parce que sinon on pourrait tomber dans le chaos. Hein. Et donc là, on peut mettre des pierres, des couleurs ou des tissus qui sont autour de ces pierres ou autour des piquets. Moi, j'aime bien avoir un centre. Donc je crée un centre avec toujours 4 pierres. Et puis j'aime bien aussi dire que lorsque je regarde par exemple l'Est, c'est pas de l'Est au Sud, c'est du Nord-Est au Sud, au Sud-Est. Donc c'est tout ce que je regarde. Alors je crée avec des pierres, en partant du centre, 2 lignes qui sont les directions intermédiaires, entre le Nord et l'Est. Par exemple, il y a le fameux Nord-Est. Je crée une ligne. Ça me permet d'avoir encore une fois des repères visuels. Et dans ça, je crée un cercle. Tu te mets au milieu. Et je me mets au milieu. Et je vais rentrer par l'est. Et qu'est-ce que tu fais? Donc tu te mets en état... Alors, première chose que je fais, donc j'arrive par l'est parce que c'est là que le soleil se lève. Donc je considère que c'est la porte d'entrée de la roue de médecine. Et puis, je vais saluer les directions, leur dire bonjour. C'est là que je vais demander aussi aux forces et aux esprits de ces directions d'être présents. Pour dire que c'est la manifestation du grand esprit dans les 4 directions, le ciel et la terre. Et je vais les saluer. Comme si je rentre chez quelqu'un, et je ne vais pas arriver comme ça, m'installer à table. On dit d'abord bonjour. Tu personnifies. Voilà, on personnifie, on rentre en relation. Et ensuite, je ne doute pas qu'ils sont là, qu'ils viennent m'aider. C'est très important la foi. Ah bien sûr, la foi est très importante, oui. Je crois que la pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est d'avoir perdu la foi. Je crois que quand on n'a plus la foi, c'est quelque chose, à mon sens, de terrible. On n'est pas obligé d'être religieux, hein, d'accord? On n'est pas obligé d'avoir la foi. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi je suis athée », mais en fait, ils ont une foi dans la vie, dans ça. L'univers, dans l'univers, on peut comme on veut. voilà, tout à fait. Ça, c'est avoir la foi dans le vivant, et c'est la perte de l'espoir. Et on retrouve ça aussi dans les temps des lunes, hein, j'allais en parler, mais dans la tradition Sioux, par exemple, il y a le féminin sacré qui est très important. Et ils disent que les femmes, au moment de leurs règles, ont une énergie particulière elles sont sacrées parce que c'est une énergie qui va recréer la beauté, renouveler le monde. Et on pourrait dire, c'est justement, on touche au plus profond du désespoir, et ça les femmes savent très bien faire, entre guillemets, c'est d'aller au plus profond de ça, au plus profond de l'obscur, hein, dans les ténèbres. Et quand on en est là, à un moment donné, il y a la lumière qui apparaît, un retournement. Et lorsque ce retournement se fait, il y a une énergie phénoménale qui apparaît et qui nettoie, qui régénère. Alors c'est ce que vivent les femmes pendant leur temps des règles. Et cette énergie qui est là, qui apparaît tous les mois, c'est un cycle sacré, et qui, c'est pas simplement pendant le temps des règles, c'est pendant toutes ces années. Et elles ont cette capacité de régénérer la terre, de régénérer l'eau, de redonner la vie, de recréer de l'espoir. Et cette notion de recréer l'espoir est à mon sens exceptionnelle, et pour moi c'est l'essence même du féminin sacré. Et c'est une capacité qu'ont particulièrement les femmes, donc je vous encourage à aller dans cette direction. Donc revenons à notre petit trou. Donc on est au milieu, on a salué les éléments, les directions. Puis à partir de là, je peux avoir une question. Alors je peux rentrer simplement pour dire bonjour et merci, parce que très souvent je le fais, parce que je n'ai pas de questions, mais je fais un petit tour dans ma roue, on va dire comme ça. Puis à un moment donné, j'ai un souci, un problème, un choix à faire difficile, que je ne sais pas, je suis dans le doute. À ce moment-là, je vais rentrer dans la roue, saluer direction, me poser avec ma question, et puis moi j'aime bien me promener dans la roue, et chercher l'endroit où je me sens soit bien,
voilà, où je peux avoir une réponse, ou peut-être l'endroit le plus difficile, là, je rentrais le plus dans mon côté obscur, hein, on va dire comme ça, plus tendu, pour là essayer de comprendre. Là, je peux faire appel aux grands-mères, grands-pères des directions, au vent sacré, hein, aux présences des esprits, aux animaux totems, ou tout simplement à la terre et à laisser émerger de cet endroit une transmutation, une transformation de la lumière, ou tout simplement une réponse. Parce que là, c'est peut-être qu'elle me met face à une peur, une limite, hein, et puis elle me dit, voilà, c'est ça que tu dois travailler. Ah, bon, je le vois. C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est que ça va me permettre d'identifier mes peurs, mes limites, et puis de pouvoir les travailler. C'est un super outil. C'est un super outil, c'est un super révélateur, c'est quelque chose qui est extraordinaire, oui. Donc on encourage vivement les gens à utiliser cette technique. Oui, Ouais. oui. Et c'est très simple à mettre en place. Et il faut le faire, y aller. Et c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un outil exceptionnel. Ouais, un outil exceptionnel. Qui est traditionnel. On retrouve ça chez les Sioux, mais tous les peuples amérindiens utilisent la roue de médecine. Plus ou moins avec les mêmes représentations, bien sûr. Et curieusement, on retrouve ça chez les Celtes, donc nos ancêtres à nous. Donc c'est très européen, on va dire, comme façon de faire. Dans les pays nordiques, ils ont exactement les mêmes choses. Hein. Il ne faut pas oublier, les roues celtiques avec les enchevêtrements sont des roues de médecine. On retrouve ça en Chine, sous une apparence un petit peu différente, mais on retrouve ça en Chine. Et en Afrique, très certainement, bien sûr. Bah super, écoute. Mais génial, bien sûr. Je te remercie de m'avoir accordé cette interview. Je sais que tu es très, très demandé. Oui. Tu as des rendez-vous un peu partout. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de ton temps. Voilà, super. Donc j'incite les gens à aller voir ton site, hein, terreetlune.com. Terreetlune.com. Ouais, c'est ça. Et donc toi, tu es disponible sur la région de Genève. Oui, et sur la Sion. région de Sion aussi, voilà, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup, Eric. Bah, je t'en prie, merci et puis à toi. À très bientôt. À très bientôt, merci.